Alors c'est extrêmement précis, parce que c'est une rencontre un peu particulière, c'est-à-dire je l'ai rencontré, mais sans vraiment lui parler. C'était le happening qu'il avait fait à la faculté de Nanterre, début 68, avant le 22 mars. Donc il y avait toute une effervescence dans la faculté, et un certain nombre de gens, on avait pris l'habitude d'aller chahuter tous les gens de l'extérieur qui venaient. Et d'un seul coup, ça circule, Jean-Jacques Lebel vient faire un happening à la faculté. Donc bien évidemment, il avait été prévu, il y avait beaucoup de monde, et il avait été prévu de faire comme il se doit, un chahut. Et puis évidemment, Jean-Jacques est habitué à ça, il l'a retourné, c'était l'objectif. Donc ça a été un grand chahut généralisé dans la rigolade et voilà. Et c'est la première fois que je voyais Jean-Jacques. J'avais entendu parler de lui avant, parce qu'il fréquentait des amis à moi dans le groupe Noir et Rouge où j'étais. Enfin, j'avais lu sa nécrologie de Benjamin Péret. Enfin, je connaissais le personnage un peu de loin. Mais là, il était là. Et puis, c'était un mois ou deux avant les événements de 68, donc la création du mouvement du 22 mars. Et là, on s'est revus, je dirais, de plein pied, quoi, en se parlant. Mais la première rencontre, ça a été ce happening dont d'ailleurs, il y a une photo dans le bouquin que j'avais fait où on voit Jean-Jacques à la tribune et on voit dans un coin Henri Lefebvre, le prof de socio, qui est en train de se marrer parce qu'il connaissait bien les trucs que pouvait faire Jean-Jacques, les happenings, comme il avait été critiqué par les situationnistes. Enfin, c'était tout un milieu qui se connaissait mieux que moi d'ailleurs, qu'il ne connaissait pas trop ça. Voilà pour la première rencontre avec Jean-Jacques. Alors, le mouvement du 22 mars, il y a deux périodes dans le mouvement du 22 mars. Il y a celle uniquement, spécifiquement de la faculté de Nanterre, donc en gros qui va du 22 mars, et aussi la période du happening dont j'ai parlé un peu avant, jusqu'au 3 mai. Et là, je ne rencontre pas Jean-Jacques. Peut-être est-il venu à la faculté comme beaucoup de gens, mais c'est une période très courte. Et après, il y a le 22 mars, disons, qui essaime et qui explose sur Paris. Et là, Jean-Jacques est partie prenante et fait partie des personnages qui animent. Mais on ne le voit pas tout de suite, souvent, parce qu'il y a l'Odéon. Et que lui, évidemment, son action principale au début mai, c'est la prise de l'Odéon. Donc, avec pas mal de gens du mouvement du 22 mars aussi, il est très occupé à l'Odéon. Il vient aux assemblées générales, je m'en rappelle, qui ont lieu tous les soirs, donc c'est extrêmement difficile de se rappeler chaque soir. Mais là, il y a une proximité qui se fait quand même, qui augmente avec Jean-Jacques. Il fait partie de ce noyau multiple d'ailleurs, c'est pas un noyau homogène. Et à ce moment-là, moi je me rappelle beaucoup de choses, parce que moi je suis dans un groupe qui s'appelle Noir et Rouge, et je sais que Jean-Jacques était très copain avec un des animateurs historiques de Noir et Rouge qui s'appelait Christian Lagan, qui était un bon copain à lui, qu'il avait connu, et moi je fréquentais Christian Lagan régulièrement dans ce groupe-là. Donc Christian Lagan m'avait parlé de Jean-Jacques. Donc c'était déjà un peu pour moi, avec notre différence d'âge, quand même un tout petit peu, un peu mythique. J'avais lu sa nécrologie de Benjamin Péret, qu'il avait fait soit pour Noir et Rouge, soit pour Socialisme pour Barbarie, ou les deux, je ne me rappelle plus. Parce que je connaissais un petit peu ça. Et donc, au fur et à mesure qu'on se voyait dans le mouvement du 22 mars, tout ça remontait, puis on voyait Christian Lagan, on voyait les gens du groupe Noir et Rouge aussi, qui étaient assez intimes avec Jean-Jacques. Jean-Jacques fréquentait pas mal Christian Lagan avant mai. Ils se voyaient dans le quartier, ils se rencontraient. Enfin bon, ils avaient une proximité où Jean-Jacques n'était pas au groupe lui-même. Il y est venu après mai, mais il n'était pas au groupe, mais il était en proximité directe avec ce groupe qui était quand même un petit groupe. Hein. C'est le groupe Noir et Rouge, c'était 10 personnes. Faut pas... Alors, pendant la période de mai 68, on pourra dire, disons, en mai-juin, on se croise, on se voit, il y a une proximité, mais on ne se fréquente pas forcément tout. D'abord, moi, il y a une période où je ne suis pas à Paris, et puis ça dure très très peu de temps. Et c'est dans la prolongation du 22 mars que des rapports, à mon avis, plus affectifs et plus proches se nouent. C'est-à-dire, à la rentrée de 68, disons en septembre,
Moi, j'habite rue des Écoles, et c'est à 2 pas de l'atelier de Jean-Jacques, à Maubert. Bon, et là, on y est souvent avec des copains. Là, s'installe aussi une vie qui est politique, parce que Jean-Jacques se retrouve aussi à Noir et Rouge. Alors là, vraiment partie prenante du groupe pour publier les 2 derniers numéros, mais aussi à Information Correspondance Ouvrière, qui est un espèce de conglomérat de copains beaucoup plus large, venant de différents horizons, enfin quand même marqué libertaire. Voilà. Mais en même temps, il y a cette proximité politique, mais il y a aussi cette proximité de vie qui a commencé un petit peu avec le congrès de Carrare, je dirais, qui est une période charnière entre c'est la fin du mouvement du 22 mars, c'est fin août, et où là on se voit pendant 3-4 jours, où c'est la grande déconnade aussi. Il y a du politique, il y a de la déconnade, il y a de l'affectif. Jean-Jacques est délégué du mouvement anarchiste suisse en exil. Enfin bon, il y a toute une proximité de vie quotidienne qui est, disons, plus suivie que ce qu'il pouvait y avoir en mai 68 même, qui était quand même un joyeux bordel, et tous les gens se croisent, se voient, enfin, c'est une effervescence telle que, bon, je dirais que les rapports ne s'approfondissent pas forcément en mai 68. C'est une explosion, c'est multiple. Là, on se connaît mieux, il y a le congrès de Carrare, et puis après, moi, je débarque rue des Écoles, à côté de... Voilà. Et donc, il s'installe aussi une proximité à la fois affective, à la fois de déconnant, puis politique quand même, dans ICO et dans Noir et Rouge. Voilà, pour parler de ça. Et Jean-Jacques participe de plein pied à la confection des 2 derniers numéros de Noir et Rouge, en y introduisant ce qu'il introduit le plus souvent, et qui est une espèce pas de modernisme, je n'aime pas le terme, mais de choses qui brisent un peu avec les trucs un peu conventionnels et rigides de Noir et Rouge. À savoir, il apporte des dessins d'enfants, enfin bon, il y a tout un grand millimélo de débat sur ce que doit être le dernier numéro, voilà. Et là, on se voit souvent. Et puis après, il y a ICO, qui est lui aussi un espèce de mélange Information Correspondance Ouvrière. C'est un vieux groupe, c'est un vieux groupe qui a une 20aine d'années, qui est issu de l'ultra-gauche du mouvement ouvrier, qui au départ c'était mettre des travailleurs révolutionnaires ou d'extrême gauche en lien les uns avec les autres. Et ce groupe a eu une certaine audience en mai 68. Et beaucoup de copains du 22 mars, tendance libertaire et haute, dont Jean-Jacques et moi et d'autres, se sont retrouvés dans des grandes assemblées générales qui étaient initiées par ce groupe. Et ça a donné en même temps, ICO, un groupe politique qui essayait d'être présent sur la période, mais aussi un mélange, et c'est ce qu'on prônait avant, avec des rapports affectifs de la vie quotidienne. Et c'est de ce ICO qu'est née une maison qu'on avait pris en commun à la Neuville, en Normandie, d'où date aussi la visite de la maison actuelle en Normandie, le lien avec Daniel et Rina, et dont Rina vient de mourir, et je crois que ça nous a tous beaucoup remué. Donc il y avait un centre aussi où des gens se retrouvaient en week-end pour faire la fête, mais aussi parler politique, etc. Donc tout ça se mélange un petit peu, si tu veux. C'est très difficile de faire la part de la stricte militance, de la vie quotidienne, de la fête, des rapports affectifs. C'était un peu, il y avait des côtés un peu délirants, mais enfin, pas tant que ça quand même. C'était maîtrisé quand même, je pense. Jean-Jacques est quelqu'un qui maîtrise quand même, sous ces aspects un peu comme ça. On tenait quand même, ça tenait debout quand même, je dirais, rétrospectivement. Ça tenait debout. À l'époque, dans mon rapport avec Jean-Jacques, il y a une dissociation complète entre Jean-Jacques, l'homme, l'être, et le peintre. Pour moi, à l'époque, Jean-Jacques, il est peintre comme un autre copain, il est plombier. La dimension, disons, artiste, elle est pas, c'est pas ça qui est présent pour moi dans mon rapport. Ça, c'est assez particulier. Et d'autant que, si je me rappelle bien, Jean-Jacques, à l'époque, peignait plus.
ou avait arrêté à un moment donné, plus ou moins. Enfin, il se vivait plus du tout comme comme un artiste séparé de... Enfin, je me rappelle un petit peu de ça, mais c'était pas un personnage médiatique. C'est le même rapport que je pouvais avoir avec Danny Cohn-Bendit. Mon rapport avec Danny Cohn-Bendit, même si j'avais des énormes divergences et tout ça, c'était un rapport, on était copains bien avant, et il y avait l'aspect médiatique ou spectaculaire, tout ça, disparaissait. Jean-Jacques, c'était, oui, je charrie un peu quand je dis qu'il était peintre comme un autre était plombier. Faut bien travailler pour vivre. J'aimais beaucoup ses peintures, mais c'est pas ça qui m'intéressait, disons, qui m'accrochait à Jean-Jacques. J'ai toujours eu une certaine méfiance pour les artistes, pour l'art. Faut le dire. Et donc ça joue un rôle aussi que j'ai connu Jean-Jacques, que j'ai dû certainement évacuer son aspect, que lui évacuait aussi à l'époque, si tu veux. Mais la façon dont lui il approche l'art pourrait me réconcilier. Mais j'ai toujours eu une certaine méfiance avec les gens qui se situaient un peu en dehors j'aime bien les gens qui se situent en dehors au niveau idée, façon d'être, mais pas socialement. Enfin bon, Jean-Jacques n'était pas comme ça, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'il sortait pas. Jean-Jacques, il arrive à avoir des rapports avec plein de gens différents. Voilà. Donc moi, j'ai pas une âme d'artiste, ou alors moi, je suis petit-fils d'un peintre aussi, mais qui est un peintre militaire, qui peignait des poilus sur le front de la guerre de 14 et des uniformes militaires et des chevaux, donc beaucoup plus académique. Mais bon, ça m'a pas marqué ça m'a pas laissé de traces au niveau artistique, si tu veux. J'aurais peut-être fallu avoir un grand-père qui s'appelait Jean-Jacques Lemel, peut-être que ça m'aurait ouvert des horizons que mon grand-père peintre ne m'a pas ouvert. Voilà.